Bonsoir et bienvenue à tous pour ce webinaire sur la permanence de soins en établissement de santé, un sujet qui a été relancé par l'Agence régionale de santé pour définir une nouvelle affectation des lignes de garde et d'astreinte sur l'ensemble des établissements de la région, qu'ils soient publics ou privés, assurer la permanence de soins, un élément essentiel qui fait partie notamment des débats politiques assez vifs en ce moment, qui animent autant le gouvernement que l'Assemblée nationale, le Sénat. On reviendra peut-être aussi à ces impacts qui peuvent toucher. Aujourd'hui, on est dans un cadre de législation qui est défini, cadré pour l'instant, et avec donc un schéma régional de santé qui évolue. Le directeur général de l'Agence régionale de santé a soumis il y a quelques jours à concertation justement les nouvelles règles qui vont vous être présentées ce soir. Nous estimons donc avec l'Agence régionale de santé qui est présente ce soir, la Fédération de l'hospitalisation privée et nous, côté URPS médecins, que c'est un sujet assez essentiel pour les libéraux qui, une fois de plus, se retrouvent aujourd'hui, font partie de cette permanence de soins plus ou moins reconnue, en essayant qu'elle soit mieux reconnue, peut-être et valorisée demain, mais peut-être que demain, vu la démographie médicale, que ce soit dans les établissements ou en ville, ces tensions vont être de plus en plus grandes et donc le sujet de ces lignes de plus en plus en tension. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce nouveau schéma, un certain nombre de règles seront évaluées et réajustées au fil du temps. Ça fait partie aussi des grandes nouveautés. Donc pour en parler ce soir et pouvoir échanger avec vous au fil aussi des questions que vous pourrez poser, nos intervenants, donc Stéphane Lafont, bonsoir. Vous êtes directeur délégué à l'Agence régionale de santé, à la direction déléguée aux professionnels de santé et à la prospective. Tout à fait. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Merci d'être donc parmi nous pour nous exposer ce nouveau schéma régional. Pour en débattre avec nous, la Fédération de l'hospitalisation privée, donc avec Marie-France Gaucher, vous êtes présidente de la FHP Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir Oui, Marie-France. bonsoir. Bonsoir à tous. Et à vos côtés, Bertrand Mignot, qui est directeur territorial des cliniques Elsan Aquitaine. Oui, merci, bonsoir, bienvenue. Merci à vous d'être là et de nous donner tous vos retours d'expérience et votre expertise sur le sujet. Expertise et retour d'expérience qui sera également apporté par le docteur Nicolas Diard, qui est parmi nous aussi ce soir en visio. Vous êtes chirurgien vasculaire à la Polyclinique de Francheville à Périgueux. Oui, bonsoir. Bonsoir et merci de nous Ouais, avoir avec rejoints. plaisir. Et bien évidemment, the last but not least, les élus de l'URPS médecins, docteur Yann Hervé, vous êtes élu à l'URPS médecin, Bonsoir, bonsoir tout le monde. anesthésiste à Bordeaux, et donc mobilisé sur les sujets de la permanence de soins en établissement de santé. Et avec vous, le docteur Frédéric Cordet, Bonsoir à tous. gastro-entérologue sur Bordeaux également, et très impliqué aussi depuis longtemps sur ces sujets de PDSES. Pour nous assister et en préparation aussi de tout ce webinaire, Madame Laetitia Darietor, chargée de mission à l'URPS Médecins, qui interviendra également ce soir pour présenter différents éléments techniques. Bonsoir à tous. Et pour ma part, Emmanuel Bataille, je suis directeur de l'URPS Médecins, ravi de pouvoir échanger avec vous ce soir. C'est un temps où on va forcément vous présenter des éléments un peu techniques, mais qui voilà, se veut interactif grâce au bouton questions-réponses que vous avez sur votre écran pour poser vos questions qui seront récupérées au fil de l'eau et consolidées. On va essayer de les prendre au fur et à mesure des thèmes qu'on abordera comme d'habitude, ou en tout cas en fin de session, on reprendra toutes les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre avec des choses très pratiques et concrètes que vous pourrez vous poser. Il est aussi important que ce sujet, vous puissiez vous en faire le relais au sein de vos établissements, de vos commissions médicales d'établissement, auprès de vos confrères et consoeurs de vos spécialités, parce que sincèrement, tous les spécialistes de plateau technique sont potentiellement concernés. C'est ce dont on va parler, hein. Les enjeux sont plus forts. Il ne faut pas partir du principe, je pense, que rien ne va changer, que c'est finalement la même chose que demain. Mais c'est ce qu'on va voir avec vous, Stéphane Lafont. C'est quoi les grands principes?
Qu'est-ce qui va changer? Ça vous a affiché une réforme du schéma de permanence de soins en établissement de santé. Ça va fonctionner comment? C'est quoi les grandes lignes? Je vous passe la main. Merci Emmanuel. Alors je vais essayer de ne pas être trop technique et puis d'essayer de brosser un petit peu brosser la thématique. Hop, assez simplement. Bon, premier élément, le calendrier, juste pour être vraiment, vraiment au clair sur on en est où et de quoi s'agit-il. Donc, le schéma de la PDSES est une annexe du projet régional de santé. Et là, on va avoir une révision de cette annexe en décalé. Elle est décalée, pourquoi? Parce qu'on attendait un certain nombre de textes extrêmement structurants qui ont modifié notamment le régime des autorisations. Et il y a énormément de lignes de permanence des soins qui sont accolées dans les conditions techniques de fonctionnement des activités autorisées. Donc il y a, je dirais, plus de la moitié des schémas régionaux de santé partout qui sont directement impliqués par les autorisations. On est dans la phase de consultation, donc comme le disait Monsieur Bataille, le schéma mis à la consultation a été publié de mémoire la semaine dernière, en fin de semaine. Ça ouvre la période de un mois quasiment de consultation entre le 2 juin et le 2 août, qui est une consultation dite obligatoire dans laquelle on va recenser finalement tous les avis d'amendements, motivation. Et puis, quelque part, l'échange de ce soir, il participe lui aussi de cette mécanique finalement de consultation et de retour formel et ou informel. Je ne rentre pas dans le détail des différentes instances et des différentes validations. Ça va passer en XOS, par exemple, vendredi de la semaine prochaine, cette présentation ou ce lancement. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on part sur une publication, une fin de consultation ayant intégré les retours début septembre. Et on va ouvrir à ce moment-là ce qui est vraiment nouveau dans la mécanique par rapport au schéma antérieur, c'est la mécanique de l'appel à candidature. Finalement, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir des modalités de révision du schéma, au-delà du fait que, j'y reviendrai pas, notre schéma était vieux en Nouvelle-Aquitaine, il avait été quasiment pas revu, il n'y avait pas de révision annuelle, les règles s'étaient un peu perdues, on était sur une logique vraiment de financement. Euh, Peu importe, la vraie nouveauté finalement, c'est d'une part l'extension du périmètre de la PDS réglementée, et le fait que dans celle qui n'est dite non réglementée, on a une nouvelle modalité d'appel à candidature où tous les établissements disposant d'une autorisation vont être en capacité de répondre à l'appel qui aura été fait sur la spécialité donnée. Euh, Nous envisageons un calendrier qui nous amènerait à un appel à candidature en octobre-novembre, un traitement des réponses sur décembre-janvier et une publication qu'on estimerait vers février-mars. C'est peut-être optimiste parce que, pour être très honnête, on ne l'a jamais fait. Donc, on ne mesure pas à quel point un certain nombre de réponses seront faciles à traiter avec des PDSES qui vont apparaître évidentes, ou au contraire à quel point on va avoir, mais ça on va y revenir, soit des territoires où il n'y aura pas de réponse, et où donc il y aura des vraies problématiques de couverture du territoire, soit des territoires où il y aura des potentiellement candidatures en compétition, amicale bien sûr, mais potentiellement en compétition, soit des choses grosso modo qui nécessiteront une concertation plus avancée. Voilà pour le cadre, je dirais, du calendrier. Alors, Avant juste de passer à la suite, Ouais. donc on va y revenir après hein, sur les modalités de cet appel à candidature. Euh, mais véritable nouveauté, vous l'avez dit, ce sont les établissements qui vont répondre. Donc je me tourne juste un instant vers la FHP, les établissements qui vont répondre, mais bien évidemment en totale concertation avec les médecins spécialistes libéraux qui font partie de ces établissements, la CME, etc. C'est ça la dynamique hein, qui est enclenchée et ce sur quoi on veut sensibiliser ce soir. Ça n'est pas un sujet uniquement établissement, loin de là. Si on est là aujourd'hui, c'est la traduction de ce que vous venez de dire. On n'imagine pas une PDSES qui est faite avec des médecins dans nos cliniques sans leur avis. Alors certes, les textes imposent que ce soit les directions qui fassent l'appel à candidature, mais un appel à candidature sans concertation avec la CME et les spécialistes concernés, je n'ose même pas imaginer ce que ça donnerait. Donc, bien sûr, et le fait qu'on soit là, ça prouve bien qu'on est en totale enfin, adéquation à ce que vous venez de dire.
Non, mais donc c'est, Je le redis fermement, voilà, hein. oui, oui, non, Bertrand mais ne va pas me contredire, je pense pas. je repasse une fois plus le message fort. C'est une sollicitation qui va aller vers les établissements, mais il n'est pas attendu côté, en tout cas, clinique, établissement privé, une réponse par les seuls établissements. Les médecins qui sont en face de nous doivent se sentir totalement concernés, et même au premier chef, avant même les établissements. J'ai envie de dire, c'est eux qui doivent faire aussi remonter. On l'évoquera à nouveau ultérieurement, hein, mais voilà. Je sais pas, vous vouliez. Non, non, voilà, on peut être que d'accord. En fait, la permanence des soins, comme son nom l'indique, elle n'est pas faite par l'établissement. Elle est faite par les gens qui y travaillent et essentiellement le corps médical. Je pense que ça paraît être une banalité, une évidence. C'est important de le souligner. On a eu quelques appels à autorisation sur des unités de soins intensifs, dérogatoires ou pas dérogatoires, qui nous ont amené, nous, pas mal de questionnements, notamment sur qui était en charge de ces unités, les mutualisations avec les services d'urgence. Euh, le schéma, il y a quand même quelques réformes qui sont fondamentales et très très structurelles. Il faut vraiment qu'il y ait le binôme direction-CME qui s'empare de ce sujet. On a un petit peu de temps, mais ça va passer vite. Il faut commencer dès aujourd'hui pour apporter une réponse qui soit pragmatique et dans l'efficience et dans sur quoi on s'engage ou pas. Je profite d'avoir la parole. Juste une petite question. Via SI autorisation, les appels à projets et uniquement sur la non réglementée ou sur la réglementée également? Alors, uniquement sur la non réglementée, ça c'est clair. En toute transparence, dans la version initiale et dans les échanges avec le ministère, ils avaient prévu un appel en candidature all inclusive pour tous. Toutes les ARS ont hurlé en disant que nos journées étaient déjà suffisamment bien occupées pour ne pas faire un appel à candidature sur, mettons, une unité de réanimation autorisée qui est déjà passée en XOS avec un dossier d'autorisation. Donc finalement, on a mis de côté le réglementé et le texte ouvre aussi la possibilité de ne pas ouvrir un appel à candidature quand le titulaire pressenti de l'autorisation est déjà pré-fléché. Euh, Exemple type, en général, c'est sur des éléments de PDSES raisonnables. Le centre antipoison, il n'y en a qu'un en région, il est au CHU de Bordeaux. On ne va pas faire un appel à candidature pour déterminer qu'on a un besoin de vigilance et de permanence des soins sur une unité qui est déjà identifiée. Voilà. Sur le vecteur, l'outil, ce n'est pas acté à ce stade par la DGOS. Et on attend d'ailleurs, c'est un des éléments qu'on attend encore, une petite circulaire pour présenter les modalités précises de cet appel à candidature. On aura une grande liberté sur les attendus de l'appel. Autrement dit, en général, on va évidemment demander des précisions sur l'organisation interne, la régulation, la typologie des patients. Enfin, finalement, donner l'opportunité à l'établissement de nous dire comment il lit et il interprète finalement cette permanence. Et je rebondis sur tout ce que vous avez dit. Sur la concertation indispensable et la particularité qu'il y a évidemment dans les structures privées par rapport aux structures publiques qui répondent en réponse de direction parce que la PDSES, comme vous le savez, est obligatoire pour les professionnels des structures publiques. Là, c'est complètement différent, d'autant plus qu'évidemment, il y a un contrat bien particulier qui est signé avec chacun des personnels libéraux titulaires de cette mission, avec un mode qui est vraiment extrêmement spécifique. Donc la réponse, elle doit être très clairement double de l'établissement, parce que l'établissement fournit le plateau technique. Alors c'est une des particularités de la PDS, on ne parle que de médecins. Donc, pardon, c'est le cadre de réflexion, mais il ne faut jamais oublier évidemment que les établissements, ils vont mettre à disposition les personnels de bloc qui tournent la nuit et toute la logistique qui fait tourner cette activité. Oui, oui, tout à fait d'accord avec ça. C'était le petit point. Effectivement, le couple direction d'établissement CME, il est fondamental. Et en matière de permanence des soins, c'est l'établissement qui fournit le matériel humain et physique. Et puis l'autre petit élément qu'il faudra prendre en compte, il y a des établissements dans lesquels finalement les praticiens sont un peu liés de fait de leur contrat, dans lesquels figurent des mesures de permanence des soins obligatoires. Et là, il va aussi falloir qu'on discute, puisque certains praticiens pourraient se sentir un peu de fait obligés de faire la permanence des soins par des liens contractuels qu'ils ont avec la direction. Voilà. Mais bon, ça, c'est des. euh, Effectivement, la relation CME-direction va être fondamentale sur ces sujets. Enfin, que dans quelques endroits, à mon avis, parce que une grande majorité
des situations, tout va bien se dérouler. On poursuit sur justement ce cas de périmètre. Oui, alors ça, c'est vraiment, je dirais, de la pédagogie, mais enfin, le sujet PDSES est objectivement un objet réglementaire compliqué et un peu tordu, voire un peu byzantin. C'est ce que j'essaie d'expliquer sur cette diapo. Pourquoi? N'importe quel établissement est très au clair sur ce qu'est son schéma intérieur de garde et astreinte et sur qui est présent la nuit. Et c'est pour ça que, évidemment, quand on discute avec les praticiens qui réalisent ces continuités et ces permanences des soins, qu'ils soient en astreinte et en garde, la question de savoir si c'est ou pas dans le schéma régional de la PDSES validé par l'ARS tous les X années dans le cadre de l'annexe, c'est très lointain. On n'a vraiment pas l'impression d'être dans le concret, dans le pratique. Nonobstant, ce cadre, il existe. Et ce cadre, eh ben, il fait finalement coexister, et c'est là qu'on arrive sur les sujets de financement, hein, vous le savez bien, une logique qui isole la permanence de la continuité. Je me permets de le rappeler parce que au fond, c'est tout le sujet des débats qu'il y a dans les schémas de la PDSES. Et c'est aussi le sujet, quelque part, qui crée parfois des tensions un peu inutiles entre public et privé dans la lecture qu'on a de ces différents périmètres. Donc, je vais le redire une fois pour que ça soit très clair. N'importe quel service de chirurgie a une astreinte de chirurgie. Partout, je pense, ou quasiment, sauf rarissime exception, où on ne ferait qu'une activité ambulatoire sans risque, bon, et encore. Bon. La question, évidemment, est de savoir si ce service de chirurgie, il prend ou pas en charge des nouveaux patients de l'extérieur dans le cadre de ce qu'on appelle la permanence des soins et pas exclusivement la sécurité post-opératoire ou préopératoire des patients qui sont présents dans l'unité et qu'on accompagne. Voilà. Ça, c'est la théorie et ça se traduit financièrement par une logique continuité des soins où la charge de ces astreintes ou de ces gardes, elle est dans les tarifs, pour le dire clairement, elle est dans le schéma T2A, tandis que la permanence des soins, c'est une indemnisation supplémentaire, je dirais subsidiaire par rapport à l'existant, qui vient matérialiser le fait que l'établissement, la structure, dans la spécialité donnée, accepte de prendre des patients de l'extérieur. Euh, Toujours préciser, et parce que c'est une bizarrerie aussi par rapport au fonctionnement des services, mais je le redis, on ne parle que d'astreinte de garde médicale de personnels médicaux. On ne parle pas des juniors qui sont gérés complètement à part, mais on sait très bien qu'ils ont un rôle très important dans la permanence des soins de beaucoup de services. Et on est dans un cadre qui est réglementairement vraiment extrêmement circonscrit. Euh, pour continuer sur le sujet, ce qui crée finalement la difficulté à appréhender tout ça, excusez-moi, le tableau, il est un peu imbuvable, mais enfin, ça mérite d'être dit. Là, vous avez dans ce tableau le cadre de référence qui est très vieux. Il est de 2011, mais il n'a pas trop bougé. Et il détermine en fait un certain nombre de règles et d'exclusions sur ce qu'est la PDS, sur ce qu'elle n'est pas. Bon, pour résumer, finalement, on a 5 logiques dans la permanence des soins qui s'agrègent pour définir le cadre. C'est évidemment ce qui ne contribue pas vraiment à la lisibilité du dispositif. La première logique, c'est le parcours patient. Bon, ça, c'est simple. Normalement, permanence des soins égale nouveau patient. Quand on dit ça, ça a l'air simple, mais on en a souvent déduit, évidemment, que permanence des soins égale SAU, puisque SAU égale nouveau patient. Mais évidemment, il y a une petite ligne de contact qui est les nouveaux patients qui ne passent pas par le SAU. Et donc, c'est un des sujets, évidemment, je dirais, tarte à la crème des débats sur la PDSES, que de savoir comment est-ce qu'on gère des établissements avec des plateaux techniques permettant d'accueillir des nouveaux patients et qui n'ont pas de SAU en régulation. Alors, quand c'est des centres lourds de cardiologie, au hasard, qui n'ont pas de SAU, là, c'est assez simple, puisqu'on voit très bien quelle est l'urgence, on voit très bien quelle est la logique du nouveau patient. Mais on a évidemment beaucoup d'autres configurations d'établissements où ce n'est pas aussi simple que ça. La deuxième logique, c'est le cloisonnement des vecteurs de financement. Et là, finalement, il y a aussi une logique complémentaire qui fait que certaines choses sont financées ailleurs. Typiquement, et c'est le meilleur exemple, paradoxalement, vous le savez, les gardes des SAU ex-DG, des SAU publics, ne sont pas dans le schéma de la PDSES. C'est évidemment un énorme paradoxe,
puisque finalement, le fait générateur très souvent de la PMS, c'est les passages dans les SAU. Mais comme on a un modèle de financement propre pour les urgences ex-DG, du coup, ce n'est pas dans le schéma, ce qui n'est pas le cas des urgences des privés à but lucratif. La troisième logique, évidemment, c'est les autorisations d'activité. C'est ce que je vous disais. Le schéma, il est très fortement, et encore plus depuis les nouvelles autorisations, très fortement conditionné par les conditions techniques de fonctionnement des activités autorisées et des activités les plus lourdes. Et c'est logique, c'est les patients évidemment qui mobilisent le plus les plateaux techniques, le plus de soins, c'est ce qui est le plus cadré, et ce qui explique qu'il n'y a pas 15 000 discussions à avoir dans ce cadre sur les activités de soins critiques, de périnatalité, sur la cardiologie lourde, et ainsi de suite. Quatrième logique, les plateaux techniques. Alors là aussi, c'est une forme un peu de non-dit et confère ce que je vous disais. Euh, Évidemment, un médecin tout seul ne peut pas faire grand-chose dans le contexte, évidemment, des activités qui sont soumises à la permanence des soins. On n'est pas du tout dans une logique de PDSA. Et c'est bien pour ça que c'est de la permanence des soins en établissement de santé. Donc l'existence même des plateaux techniques fait qu'on ne peut pas réinventer un schéma ex nihilo qui serait complètement abstrait des plateaux techniques existants et qui permettent de prendre en charge les patients. Ce qui fait que nos schémas, eh ben, ils ressemblent quand même très fortement à notre cartographie des plateaux techniques. Dieu merci pour les patients. Et puis, dernière chose, et c'est la cinquième, c'est la logique d'adaptation aux besoins. Donc, c'est celle qui, cette dernière logique, c'est celle qui conditionne en fait les fameux appels à candidature. C'est-à-dire, c'est la marge qui est donnée dans les schémas à la capacité d'adapter le schéma à des besoins nouveaux, constatés, qui ne seraient pas cadrés par des logiques d'autorisation. Euh, Exemple typique, le débat qu'on a eu dans le groupe, enfin dans les groupes de travail sur l'activité d'imagerie. Les textes ne sont pas du tout cadrants sur la permanence des soins en imagerie. Bon. Le législateur, dans sa grande sagesse, écrivait même d'ailleurs explicitement que on pouvait intégrer ces activités au schéma si d'aventure les agences régionales de santé avaient un petit peu de disponibilité financière en FIR pour ce faire. Ce qui n'est pas extrêmement encourageant dans la démarche. Bon. Dans le cadre du groupe, et on l'a revalidé avec le directeur général de l'ARS, il nous semble que l'évolution des pratiques et la mise en place d'organisations un petit peu innovantes sur de la permanence des soins territorialisés et mutualisés sur des assiettes larges, et on voit bien évidemment le sujet de la téléradiologie, les retours très positifs qu'on a sur des gains qualitatifs dans la prise en charge des patients, et on sait bien qu'on ne fait plus rien sans imagerie, pour le dire clairement, y compris sur le plan de la PDSES, nous amène à considérer que c'est un nouveau besoin et qu'il faut qu'on arrive à l'intégrer d'une manière ou d'une autre à l'intérieur du schéma, pour ne prendre qu'un seul exemple. Bon, ça c'est vraiment c'est le cadre et c'est les logiques qui créent finalement tous les débats de périmètre du schéma. Pourquoi c'est dedans, pourquoi c'est pas dedans, pourquoi un tel est financé, pourquoi l'autre il ne l'est pas. Euh, et finalement, on passe notre temps à jongler finalement entre ces deux différents éléments pour essayer d'avoir un schéma un peu logique, on l'espère, et transparent. Je passe rapidement sur le reste. Ça, c'est le financement, mais c'est important, peut-être la slide d'après surtout. Notre schéma, c'est 72 millions d'euros en 2024, très impacté par les revalorisations qui ont eu et probablement très impacté par les nouvelles revalorisations que nous attendons sur les deux secteurs. D'ailleurs, et vous voyez que sur le volet privé, on est à 8 millions d'euros, sur le volet public et SPIC, on est à 63 millions d'euros dans la région. Bon, état des lieux. On a une question sur la rémunération justement des praticiens, puisque vous êtes dans le financement. Oui, oui, vas-y. C'est ça? C'était des rémunérations prévues pour les praticiens des cliniques qui assument la PDSES. Oui. Il y a un coût annuel et donc pour médecin, ça fait combien l'astreinte en fait on en est combien? Oui, le financement, hein, combien la rémunération? Attendez. Parce que là, je vois le montant annuel d'une garde en 2004, 105 000, d'une astreinte, 83 000. Je ne vous l'ai pas mis, il faut prendre le texte de référence. Pour le coup, vraiment, les montants déclinent les montants officiels de référence sur ces D'accord. lignes. Puis C'est après, beaucoup. 83 000 divisé par... alors, il faut voir combien... c'est ça, c'est Hmm. le... c'est-
entre 150 et 200 euros l'astreinte, c'est ça? C'était des choses comme ça? Alors, c'est 150 euros. Alors, c'est 50 l'astreinte pleine. c'est ça? Pardon, c'est 150 euros l'astreinte pleine, pas la demi. La demi, je ne sais pas. Et c'est 229 euros la garde, en tout cas pour le privé. Sachant qu'effectivement, c'est souligné dans le cadre des négociations qu'on a pu avoir fin juin l'année dernière, vous vous souvenez du contexte de, de mobilisation forte, hein, établissements et médecins, il y a des engagements qui ont été pris, notamment sur la revalorisation de ces gardes. Les engagements ont été pris, la déclinaison aujourd'hui est a priori reportée au moins jusqu'au mois de novembre. Euh, voilà. Oui, On n'est pas dans une période faste des finances publiques, donc pour le moment, on va à rester sur l'hôpital. 150. Non, non, À dans le l'hôpital, il y aura une revalorisation, mais dans le privé. l'engagement qu'avait pris à l'époque notre ministre de la Santé, c'était un alignement du prix des gardes dans le privé sur la rémunération des gardes dans le public. Les astreintes n'étaient pas concernées. Le combat avait mené notamment sur les gardes, qui sont une pénibilité qui est quand même un petit peu différente de celle de l'astreinte. Pour revenir sur la rémunération, parce qu'on a plusieurs questions de chat, le fait, c'est de ne pas confondre l'astreinte pour la continuité de soins, qui, elle, n'est pas valorisée financièrement par les ARS, et la permanence de soins, alors, qui peut être réglementée comme la réanimation, les maternités, les unités de cardiologie, les plateaux techniques de cardiologie, et la permanence de soins non réglementée, ce qui concerne la chirurgie viscérale, urologique, orthopédique, la gastroentérologie. On se pose des questions pour la néphrologie. Je crois qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant. Je crois que j'en ai probablement oublié. Voilà, là, on parle vraiment de la permanence de soins en établissement de santé non réglementé et non pas de la continuité de soins. On a un message d'un chirurgien qui nous dit, bah, je suis tout seul à prendre de l'astreinte. C'est probablement une astreinte de continuité de soins. Il ne pourrait pas prendre une astreinte dans le cadre de la permanence de soins s'il est tout seul. Confirmé. Déjà, pour établir une ligne d'astreinte, 2,5 et 3. Il me semblait qu'on était. J'ai vu passer un truc, un chiffre rigolo à 2,5 ou 2,6. Il n'y a pas de recommandation officielle, même si le rapport de l'IGAS essayait d'aller sur ce terrain de pousser un certain nombre de recos, aussi bien sur le volet des gardes que des astreintes. Donc, quand on est dans le milieu, on les connaît en fait, hein, les recos, et on voit bien à partir de quelle limite ça finit par plus tourner, mais finalement, elles ne sont pas opposables. Ces sujets de rémunération, ils sont évidemment extrêmement importants. Parce que le différentiel de gestion publique-privée, on voit bien, est un obstacle en fait à la lisibilité et aux coopérations. Il y a un élément contre lequel on ne pourra pas lutter, c'est la logique du temps de travail et de la rémunération au temps de travail ou de la rémunération à l'acte. C'est-à-dire on essaie de transposer des systèmes, mais qui en principe sont structurellement pas transposables. Pour le redire simplement, même si tout le monde le sait, un praticien de garde à l'hôpital public, il peut faire 250 patients dans la nuit, il va toujours toucher exactement le même montant sur sa garde. Il est rémunéré autant et uniquement autant. C'est pas du tout la même problématique, évidemment, sur un praticien libéral qui va être toucher l'indemnité dite de gestion plus la rémunération à l'acte, mais on le sait bien, avec la problématique du repos du lendemain. Et le repos du lendemain, évidemment, il a un coût aussi si c'est de la rémunération à l'acte qui n'est plus fait sur la temporalité du lendemain. On connaît tous ces débats, mais évidemment, ça, on n'arrivera pas à le dépasser. Mais c'est vrai que sur les rémunérations, on attend en fait deux choses prévues pour novembre. Le volet garde sur le volet libéral. La rémunération ou la revalorisation des gardes du public, celle-là, elle est déjà faite. Et sur les publics, le sujet de la rémunération des astreintes. Voilà. Et je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais les astreintes, c'est très compliqué côté public parce que l'ARS rémunère un forfait, je dirais une astreinte moyennée, même si aujourd'hui, il y a des astreintes déplacées, des astreintes pas déplacées. Enfin, l'intensité, la rémunération du praticien n'est pas du tout la même. Donc, on a beaucoup moins une fidélité, je dirais, ligne à ligne. Mais comme finalement, c'est l'établissement qui touche, ça n'a pas d'impact pour les praticiens du public. Je ferme la parenthèse. Mais ces sujets de financement, effectivement, ils sont encore là devant nous. Et c'est un des éléments d'incertitude du schéma.
très clairement pour toutes les ARS, qui est de savoir est-ce que ces réformes vont avoir lieu et comment elles vont être compensées. Parce que c'est pas du tout la même chose. Une compensation, ça va être une compensation normalement dans les tarifs, c'est-à-dire pour couvrir tout le spectre, autrement dit, par exemple, les astreintes aussi bien de continuité que les astreintes de permanence des soins, puisque quelque part, elles vont être payées. Donc, elles doivent tout être augmentées, donc il faut toucher aux tarifs. Mais si on veut aussi que l'indemnisation de l'ARS soit impactée, il faut aussi qu'il y ait le volet FIR. Donc, cet arbitrage budgétaire de combien nationalement on va mettre pour accompagner ces réformes, eh ben, il ne peut pas ne pas avoir un impact sur la taille du gâteau et de ce qu'on doit répartir, pour le dire clairement. D'où la marge dans les groupes de travail. Voilà, j'en peux plus de me répéter sur le fait que voilà, il y a ce qu'on attend, qui est possible, probable, mais tant qu'on ne l'a pas vu, tant que c'est pas sûr, on ne le sait pas. Donc on essaie évidemment de ne pas prendre d'engagement que nous ne soyons pas en mesure de tenir. Voilà. Bon, surtout, bon, Permettre de poser une question. Les ESPIC, est-ce que les services d'urgence, la PDS, est comme pour les hôpitaux, hors schéma? Complètement. Donc, comme les hôpitaux publics. Comme les D'accord. hôpitaux publics, c'est ce qu'on appelle les ex-dotations globales de D'accord. fonctionnement, les ex-DG Merci. dans le jargon. Oui. non, 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 je vous ai juste, mais après, il faut qu'on avance. Mais le rapport de l'IGAS disait aussi qu'il reconnaissait, enfin, ce qu'on savait, que pour les établissements publics, la permanence des soins en établissement, c'est une source de rémunération pour l'établissement. Les enjeux ne sont pas du tout les mêmes pour les établissements privés. Nous, là, on va avoir des enjeux, les établissements vont avoir des enjeux d'autorisation, mais la PDSES n'est pas un mode de rémunération des établissements privés. Et sur le coût d'une ligne, c'est le financement des médecins dans le privé, alors que dans le public, les médecins voient une petite partie de cette rémunération. Les médecins ne récupèrent pas 100% de financement de la ligne payée par le Mais non, ministère ou parce que par les comme ARS. c'est du salaire, il y a des charges avec, effectivement. Et c'est là que c'est un peu biaisé ce tableau, même s'il a une logique hein, de masse. En fait, paradoxalement, le 8 millions ne veut pas dire qu'on fait, entre guillemets, 8 fois moins de permanence des soins que le public. C'est juste que le poids relatif est très très différent entre je maintiens un salaire brut chargé, donc déjà ça vaut 200% de ce que va toucher le médecin qui va faire sa garde, versus la rémunération forfaitaire, sur lequel, dans la rémunération telle qu'elle est conçue pour le médecin libéral, il va y avoir le nombre d'actes. Et d'ailleurs, ça fait partie des critères de définition des lignes telles qu'on les a pensées dans le groupe de travail. Donc, sa comparaison, il ne faut pas en rougir, en fait. Il faut aussi le comparer pas que en valeur, mais en nombre de lignes, parce que dans le débat actuel, on a tendance un peu à cracher sur la médecine libérale et les établissements en disant ça ne participe pas. Une simple approche quantitative en enveloppe a tendance à mettre un peu d'huile sur le feu là-dessus. Je vous propose qu'on avance un petit peu parce que l'heure tourne. On continue, Stéphane Lafont, sur les enjeux de cette révision, repartir un peu des constats qui animent l'élaboration des méthodologiques du schéma. Et puis derrière, donc il y a eu une enquête qui a été lancée hein, auprès des établissements, donc vous allez nous en faire part rapidement, mais qui resitue un peu quelques éléments et les objectifs qui sont poursuivis. Et on terminera par la procédure justement de cet appel à candidature. Pardon, je vais être très rapide, mais sur les constats, quand même, se le dire, nos constats dans le groupe de travail étaient assez partagés, me semble-t-il, et très concordants avec ceux de l'IGAS. Hein, sur la difficulté à évaluer la PDSES, ça on le sait bien, pour plein de raisons techniques, on a peu de data et elles sont finalement pas très fiables. La complexité et le manque de lisibilité du dispositif, bah, notre échange de ce soir voilà, ne fait que le confirmer. C'est la structure finalement de ce champ réglementaire, mais objectivement, ça n'est quand même pas simple. Le déficit d'animation et d'échanges territoriaux sur l'organisation de la PDSES, ça objectivement, c'est très vrai. Je pense qu'on s'est tous dit collectivement qu'il y avait une marge pour mieux parler des organisations de permanence des soins et de parler du concret, à savoir des patients finalement. Ils sont aiguillés comment, ils vont, où ils sont pris en charge, dans quelle mesure, enfin vraiment par les soins. Euh, Partager le fait que les organisations partagées dans les territoires sont quand même très limitées au global, ce qui a été confirmé dans notre région.
Et puis évidemment, poser la question des conditions de travail des praticiens et des contraintes associées à la PDSES, qui est le sujet ou un des sujets très importants sur le champ des RH, des professions de santé, parce que c'est évidemment une très grande particularité de nos métiers de la santé et des spécialités qu'on évoque ici, que d'avoir une obligation de fonctionnement 365 jours par an sans jamais s'arrêter pour toujours accueillir tous les patients. En termes évidemment de manque d'attractivité d'un métier, on fait difficilement pire. Donc forcément, ça pose évidemment plein de sujets. Et puis une charge de PDS très concentrée dans l'enquête. Et ça, c'était pas une surprise parce que c'est très surdéterminé, encore une fois, par la voilure des plateaux techniques, qui sont les plus consommateurs de très loin, évidemment, en mission de PDSES. Et c'est bien naturel. Sur notre enquête locale, bon, j'y reviendrai, mais vraiment très rapidement, hein, pour dire que finalement, les réponses ont été plutôt bonnes. L'enquête, elle montre en macro et elle confirme ce qu'on s'était dit, à savoir, on avait demandé aux établissements vraiment de déclarer toute l'activité des continuités médicales. Donc, pour le coup, sans isoler permanence et continuité, on se rend compte en fait que l'ARS finance à peu près la moitié des permanences médicales dans le cadre du schéma. Donc, ou formulé autrement, la permanence médicale rémunérée en FIR, c'est la moitié des permanences médicales déclarées par les établissements. C'est pas une grande surprise. Et après, quand on regarde dans les filières patients, on a à peu près les mêmes, je dirais, les mêmes constats. Je reviens pas sur les chiffres, vous les aurez On dans précise que voilà, dans le dossier qui déclarés. sera téléchargeable, vous aurez bien sûr tous les chiffres, les tableaux qu'on présente là, les méthodes de calcul, etc. Sont à disposition. On va effectivement pas s'étendre, mais voilà, un certain nombre, l'enquête a permis quand même d'objectiver un certain nombre d'éléments. Pour ce qui était objectivable, parce que tout n'était pas forcément simple à retraiter hein, en termes de données, mais ça a permis quand même de reposer des choses pour mieux fixer effectivement les objectifs. Complètement. Et alors en termes de spécialité, parce qu'on va finir par en parler, ça a confirmé ce qu'on savait, à savoir que sur les activités de chirurgie, la part des nouveaux dans l'activité des permanences médicales réelles, hein, l'activité nouveaux patients est plus importante que l'activité continuité des soins. A contrario, sur toutes les activités de médecine, l'activité continuité des soins est beaucoup plus importante que l'activité de permanence des soins. Et c'est valable aussi sur les soins critiques, mais parce qu'il y a une inertie de la durée des patients dans les soins critiques. C'est-à-dire la mécanique simple du flux entrant ne rend pas compte finalement, évidemment, de la charge ou du temps médical de surveillance dans ces unités de soins critiques. Donc sur les objectifs de la révision, finalement c'est assez simple et pas très original. Le but c'est d'améliorer l'accès aux soins des patients et de sécuriser les prises en charge. Voilà. Évidemment, c'est la priorité, c'est la prise en charge des patients. Pas de surprise de ce côté-là. Deuxième priorité, mais celle-là, elle s'impose à nous, c'est les évolutions de la réglementation. Donc, c'est ce qu'on s'est déjà dit et j'y reviens pas, mais évidemment, techniquement, le but de la réforme, il est aussi de prendre en compte toute l'évolution du schéma des autorisations qui implique de nouvelles organisations. C'est le moins qu'on puisse en attendre. Et puis, évidemment, mettre en place les nouvelles modalités des appels à candidature. Bon. Après, il y a le sujet des évolutions de l'offre. Évidemment, l'offre, elle a pu bouger. L'évolution de l'offre, ça peut être par exemple l'incapacité d'un département à assurer une astreinte sur une spécialité qu'on estimait départementale. Un département où il n'y a plus d'astreinte d'endoscopie digestive, par exemple, c'est une évolution de l'offre. Il faut qu'on s'adapte d'une manière ou d'une autre pour assurer la prise en charge de ces patients. Bon. La lisibilité du schéma. Ça, je pense que c'était largement partagé dans le groupe de travail. Le schéma a été trop vieux pour qu'on s'en souvienne, pour le dire clairement. Et y compris dans les régulations, les établissements étaient plus très au clair. Ils savaient l'argent qui touchait, pour le dire clairement. Est-ce qu'ils étaient financés au titre de telle ligne ou de telle autre? Est-ce qu'elle était dans le schéma ou pas? Tout ça, c'était un peu perdu dans le temps. Donc, il y avait quand même un sujet de toilettage et de remise à niveau de la gradation. Il y a le sujet de la prise en compte des capacités des RH médicales à répondre évidemment aux besoins. Ça, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Les nouvelles modalités d'organisation, et là je pense spécifiquement à la télémédecine, la téléimagerie, qui peut amener évidemment à de nouvelles organisations ou à une modernisation du schéma. Et puis évidemment le sujet de la sécurisation du financement de la PDSES, qui celui-là s'impose à nous. Et je terminerai par le dernier point.
Très clairement, le groupe a ambitionné à assurer un suivi de la permanence des soins, c'est-à-dire ne pas être dans une simple actualisation et puis un schéma qui dormirait sous une armoire normande ou girondine, et avoir une animation un peu vivante, quelque part, des interrogations et des débats très légitimes qui se posent sur ces organisations. Voilà globalement les attendus, je dirais, de notre révision. Et après, bah, écoutez, sur la procédure, rien de très nouveau. Le texte, vous le savez, c'est exclusivement le périmètre des activités non réglementées, ça c'est ce qu'on s'est dit. Ouvert à tous les titulaires d'autorisation. Alors la question a été posée par les imageurs, puisqu'on peut avoir évidemment dans certains cas des cabinets d'imagerie titulaires d'autorisation et qui ne sont pas des établissements de santé. Euh, c'est un des rares cas où la question va pouvoir se poser de cette frontière, mais en tout cas il existe titulaire d'autorisation, ça c'est la question. Vous le savez, possibilité de réponse conjointe de plusieurs établissements à un même appel en candidature, donc une large porte ouverte à toutes les organisations possibles, partagées, alternées, mutualisées, chez l'un, chez l'autre. Enfin, tout est possible en fait dans l'organisation de la réponse. Et évidemment, un schéma de candidature où on attendra que nous soient précisées évidemment ces organisations et les équipes qui vont être mobilisées au service de ces organisations. Le cas limite et qu'on espère restera minoritaire, c'est la procédure de carence, mais il faut se le dire quand même, hein. On pourra très bien ne pas avoir de réponse sur un territoire, et auquel cas le DGARS peut désigner une ou plusieurs structures à qui il impose la lourde responsabilité d'organiser cette permanence des soins. C'est un sujet assez, effectivement, assez essentiel. Donc déjà, cet appel à candidature qui sollicite sur la logique du volontariat, mais une fois de plus, volontariat sur des choses qui peuvent être exister, pas forcément être reconnues aujourd'hui dans les lignes. Donc comment de partenariat, on en reparlera tout à l'heure. Et cette évolutivité qui est un élément clé positif parce qu'il permet effectivement, là on avait un schéma peut-être un peu figé, on savait plus trop forcément ce qu'on finançait, ce qui tournait plus, etc. Donc là, c'est de le suivre, de l'évaluer, comme vous l'avez dit, et de pouvoir le mettre à jour. Mais qui a un effet non négligeable aussi, c'est peut-être de se retrouver demain dans une situation où on avait des lignes, elles n'existent plus, l'offre a évolué. Et donc, ben, c'est d'autres acteurs qui doivent prendre le relais. Et effectivement, avec ce dispositif de carence, de pouvoir se voir imposer. Donc, c'est pour ça qu'il est important, hein, dans le message qu'on passe dès aujourd'hui, et on reviendra en septembre avec un nouveau webinaire pour expliquer vraiment l'appel à candidature au regard du planning que vous avez annoncé tout à l'heure, pour vous accompagner les spécialistes de plateaux techniques libéraux et les établissements à répondre, à se positionner. Mais voilà, il y a cette question de dire peut-être qu'aujourd'hui je ne me sens pas concerné, mais que demain je pourrais l'être. Je ne sais pas si Frédéric Cordet, Yann Hervé, vous voulez réagir un peu à ces propos avant qu'on expose un peu les mécaniques qui sont derrière, mais... Non, moi c'était juste un tout petit point de détail que j'ai peut-être raté sur l'appel à candidature. On remet tout à zéro et les titulaires aujourd'hui de lignes de permanence des soins doivent repasser par l'appel à candidature. C'est ça, hein, on remet tout à zéro, on tire un trait. Voilà. Donc dans chaque établissement aujourd'hui titulaire de lignes de PDSES, il va y avoir nécessité de discussion avec les médecins pour dire est-ce qu'on relance une candidature ou pas. On poursuit, donc on expose un peu les principes de ce qu'on en a compris. Laetitia Darrieutor, vous avez analysé sous tous les angles et tous les chiffres, les données de l'état des lieux actuels et de potentielles projections. Une fois de plus, ce qu'on va présenter sur certains aspects n'est qu'un prévisionnel envisageable. Il n'est pas du tout aujourd'hui encore entériné, loin de là. Mais voilà, vous pouvez nous réexpliquer donc les principes avec déjà une gradation des niveaux de permanence de soins. Donc, il faut savoir que la permanence de soins, il y a un zonage de cette permanence des soins et une gradation des soins qui se fait en fonction d'une territorialisation des activités de PDSES. Donc, le zonage de la PDSES est celui des zones de planification du projet régional de santé. Donc, vous avez une zone de planification régionale qui correspond à la région Nouvelle-Aquitaine,
4 zones de planification infrarégionale qui correspondent aux anciennes régions administratives ex-Limousin, ex-Poitou-Charentes et le Nord ex-Aquitaine, donc qui correspondent aux départements de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne, et également la partie sud ex-Aquitaine avec les départements du 40 et des Pyrénées-Atlantiques. Vous retrouverez également 13 zones de planification territoriale qui correspondent aux 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, exception du département des Pyrénées-Atlantiques qui est divisé en 2 territoires, Navarre-Côte Basque et Béarn et Soule. Et puis, un dernier niveau de territorialisation, la planification infraterritoriale qui correspond aux zones de planification territoriale divisées en zones de proximité et en zones de recours. Donc, les zones de recours correspondent aux agglomérations les plus peuplées et disposant d'une offre complète. Donc, au total, vous retrouverez 13 zones de proximité et 13 zones de recours. C'est ce qu'on affiche effectivement là avec un exemple, Voilà. une illustration. Hein, je vous laisse commenter sur ces différentes zones de proximité, recours. Donc, de ces zones d'implantation vont se définir une gradation des activités, et des activités réglementées et des activités non réglementées. Donc, au niveau 1, vous allez retrouver pour tout ce qui est, alors je ne sais pas si vous le voyez correctement à l'écran, mais au niveau des activités réglementées, elles sont en bleu et les activités non réglementées sont en verte. Donc, ce sont ces activités non réglementées qui seront soumises à l'appel à candidature. Voilà. Donc vous retrouverez au niveau des activités de recours départemental sur le même principe les différentes activités réglementées et non réglementées dans cette proposition de gradation des soins. Au niveau de la planification infrarégionale, de même, vous aurez la même gradation des soins, donc vous aurez tous les détails des spécialités qui seront transmis sur le support via le site internet. Et au niveau, pareil, du recours régional avec les différentes activités réglementées et non réglementées. Donc, au niveau du recours régional, généralement, on est dans un cadre purement hospitalier euh, et, euh, et supra-départemental, généralement également aussi. Donc, c'est plutôt, une fois de plus, ces activités de proximité et de recours départemental qui peuvent être visées par les établissements privés et les libéraux, essentiellement. Sur les méthodologies, ensuite, c'est une gestion en fait par spécialité. Effectivement, vous avez des règles qui sont définies par spécialité et par niveau de recours, sachant que la méthodologie de base qui peut s'appliquer, c'est l'évaluation des besoins de permanence de soins en établissement qui se fonde sur les volumes de séjours hospitaliers, c'est-à-dire le nombre de mesures de passage aux urgences et des hospitalisations en provenance des urgences dans chaque zone d'implantation. Et du coup, ça se matérialise par des tableaux où on retrouve ces différentes lignes en fonction effectivement des lignes et des zones, pardon, et des typologies de permanence. Tout à fait. Donc là, c'est l'exemple de la chirurgie viscérale, qui est une activité de proximité, donc de recours territorial. Donc vous aurez des lignes d'astreinte, de garde ou de demi-astreinte pour les zones de recours et pour les zones de proximité, sachant que vous pourrez le voir qu'au niveau des lignes de garde, elles sont réservées au CHU. Je sais pas, on a pris tout à l'heure quelques questions hein, qui ont pu arriver au fil de l'eau. N'hésitez pas à poursuivre si vous en avez d'autres, nous les passerons dans la continuité. On vous a présenté voilà, toute cette démarche, ces objectifs poursuivis de ce nouveau schéma, les grandes lignes de méthode, une illustration, vous aurez une fois de plus dans les supports qui vont vous être transmis, envoyés à chacun des établissements, chaque CME de la région une fois de plus, ces tableaux avec ces projections. Mais Yann Hervé, il y a quand même voilà, un certain nombre de questions d'impact sur lesquelles il faut sensibiliser les consoeurs et les confrères qui sont de l'autre côté de l'écran, sur le fait de se sensibiliser à ce sujet. On l'évoquait tout à l'heure. Je crois que voilà,
vous vouliez intervenir pour et remettre en perspective ça, ainsi que Bertrand Mignot sur bah, bien comprendre où se situent les enjeux pour les établissements privés et les médecins libéraux des plateaux techniques. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il fallait bien définir, et je pense que M. Lafond me le confirmera, il fallait bien définir des critères d'éligibilité, voilà. Et donc, ces critères d'hospitalisation complète et de rapport entre l'hospitalisation complète via les services des urgences et l'hospitalisation complète peut être critiqué, mais c'est bien l'outil qui a été choisi. Ce qui fait qu'effectivement, pour revenir sur les établissements, et ce que disait tout à l'heure Frédéric Cordet, c'est que les établissements qui ont déjà un SAU, qui ont déjà donc des hospitalisations via les urgences, hospitalisation complète via les urgences par rapport à leur hospitalisation complète réglée, eh bien, c'est sûr que ce sont des établissements qui répondent déjà plus ou moins à la définition. La définition, ça peut être par exemple pour l'orthopédie, c'est la demi-astreinte par établissement pour les hospitalisations complètes via les urgences entre 100 et 500 séjours, et une astreinte pour plus de 500 séjours, et une garde pour le CHU, avec la Gironde, avec une particularité pour le centre hospitalier de Libourne, où il y a une deuxième. C'est un mini CHU. Euh, voilà, donc effectivement, les lignes de permanence de soins qui existent actuellement, beaucoup seront reconduites parce que le critère qui est utilisé pour l'instant est un critère qui va privilégier ces établissements qui ont déjà des entrées via les urgences. Juste une remarque. Le schéma précédent avait un critère quasiment uniforme qui était le volume global d'hospitalisation en provenance des SAU tous azimuts. Objectivement, la nouvelle méthodologie où en fait on a regardé ce critère au niveau des domaines d'activité est beaucoup plus favorable pour reconnaître l'activité des établissements privés. Je ne le dirai évidemment pas devant la FHF. Mais pourquoi? Parce que il y a une typologie d'activité où on peut avoir une forte activité dans une spécialité donnée, dans une structure donnée, dans le cadre d'un SAU avec lui-même pas une énorme activité, mais qui va être représentative de la capacité à prendre en charge des patients de cette structure. Donc au niveau des activités de chirurgie, très clairement, les structures des établissements au niveau des recours départementaux, notamment, se voient vraiment pour le coup comme le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire il y a des choses qu'on savait intuitivement, ou en tout cas que les gens dans les territoires, dans les départements savaient, se voient. Donc pour le coup, il y a une vraie reconnaissance. Et après, la question des seuils, c'est une vraie bonne question parce que sur lequel tout le monde est légitime à titiller les ARS. On a gardé des demi-astreintes dans des structures parfois avec des niveaux d'activité objectivement très bas. Euh, Sur le digestif et l'orthopédie, ça pose la question de savoir finalement est-ce qu'un SAU doit nécessairement ou pas avoir cette PDSES chirurgicale en aval de son SAU, ou est-ce qu'il peut passer une convention avec un service qui pourra prendre en charge ses patients. Euh, Quand on est dans des configurations de forte densité d'établissements dans une métropole, la convention fonctionne très bien. Quand on a de longues distances, on est amené du coup à maintenir des seuils d'activité potentiellement bas avec des blocs qui vont tourner rarement la nuit, rarissimement, je dirais, en nuit profonde, mais qui vont quand même permettre de faire un certain nombre d'activités en première partie de nuit. Voilà. Donc le choix a été fait d'être un poil plus restrictif que dans le schéma existant sur un certain nombre d'activités, mais quand même encore suffisamment ouvert avec les seuils que vous avez évoqués, typiquement sur l'orthopédie, qui est un très bon exemple objectif euh, en termes d'offre de soins. Merci de ces précisions. Vous vouliez intervenir, Bertrand Mignot, parce qu'il y a quand même aussi à remettre en perspective un certain nombre Non, d'éléments. c'est à la fois le côté un peu paradoxal de cette évolution qu'on a tous portée parce qu'elle nous paraissait légitime et qui a mis en exergue certains phénomènes dans lesquels il peut y avoir des opportunités si les gens souhaitent se mobiliser, mais il faut aussi avoir une réflexion quand même vraiment posée. Donc c'est pour ça que je rejoins tout ce qui est dit en disant il faut s'y mettre dès maintenant, il ne faudra pas le faire au dernier moment.
rentrer par l'activité et par les sous-spécialités avec le passage des urgences met en exergue certaines caractéristiques sur des territoires dans lesquels on va s'apercevoir, par exemple, la clinique a plus d'activité que le CHU d'à côté. On a un certain nombre de territoires, là, je regardais vite fait les datas. Si on va regarder l'uro-néphro à Limoges, on va le regarder dans le 47, bah voilà, la clinique va se retrouver avec plus d'activités en programmé et en urgence, si on prend le critère, que le CHU. Euh, il ne faut pas s'arrêter forcément qu'à cet indicateur-là. Il faut quand même avoir une vraie réflexion. Et c'est là que la communauté médicale et l'établissement, dans le cadre de sa connaissance du territoire, doit avoir une approche un peu globale. C'est pas parce que j'ai la plus grosse activité que je dois avoir la permanence des soins. Il faut aussi regarder comment est-ce que ça va être construit. Une permanence en urologie, peut-être qu'il y a moins d'activité sur le CHU, mais en même temps, elle va intervenir sur du polytrauma et sur d'autres types de patients qui vont se présenter dans l'établissement versus une activité simple. Donc la demi-ligne, ça peut être la cible aussi, y compris de l'établissement qui a le plus d'activité, parce que ça correspond à la réalité des patients qu'il va prendre en PDS versus comment j'organise mon territoire. Et ce travail-là, alors nous, on essaie d'avoir une approche la plus globale possible. Il faut vraiment qu'elle soit déclinée établissement par établissement, territoire par territoire. Euh, il ne faut pas en faire l'économie. Il ne faut pas partir du principe qu'on va reconduire à ISO parce que ce n'est pas le cas, et notamment parce que derrière, la pénibilité de la permanence des soins, on la connaît, vous la connaissez en tant que médecin libéral, elle est fortement ressentie aussi côté public, et le principe de réévaluation annuelle qu'on a mis avec la possibilité de reprendre en cours le schéma et pas rester sur quelque chose qui est figé. Alors personne n'enlèvera une garde d'orthopédie ou d'urologie à un CHU, le sujet ne se pose pas, mais il y a d'autres établissements où ça peut se poser. Il va falloir le faire vivre au quotidien et avoir cette réflexion qui change un petit peu de notre doctrine parfois de clocher en disant public contre privé, comment est-ce que je collabore? Une collaboration bien pensée, c'est une collaboration anticipée. Il y a des fois où ça marche, c'est assez fluide, il y a des fois où ça ne va pas marcher, et il y a des fois où on va être contraint de la mettre en place. Donc cette réflexion la plus en amont possible, il faut l'avoir dès aujourd'hui. Sinon, on va se retrouver acculé. Et comme on ne se permettra pas d'afficher, que ce soit au niveau régional ou au niveau départemental, des lignes non fournies, il faudra apporter une réponse. Et cette réponse, il vaut mieux l'anticiper que la subir. Je- Non, moi je voulais juste faire une petite remarque parce que peut-être que certains de nos auditeurs, là, et collègues s'interrogent sur cette notion de demi-astreinte. Bon, c'est un sujet sur lequel on a déjà débattu nombreuses fois en groupe de travail, mais pour le médecin qui est d'astreinte sur une ligne, que ce soit une demi-astreinte ou une astreinte, la seule différence, c'est la rémunération. C'est une notion financière pour le médecin qui est sur une liste de garde. Alors, il faut savoir que juridiquement, ça peut avoir des conséquences, hein, puisque la demi-astreinte, elle est censée s'arrêter à minuit, et on n'a toujours pas bien répondu à quid du malade qui rentre à minuit une. Hein, voilà. Non, ouais, c'est là où il faut distinguer financement et pratique médicale. Clairement, le patient qui arrive à 23h30, il y a de fortes chances qu'à minuit, il soit encore là aussi. Euh, mais maintenant, c'est le praticien, il sera en charge de ce patient, qu'il soit rémunéré ou pas. Donc, des fois, il vaut mieux rentrer dans un schéma avec une demi-astreinte qui cadre un peu, qui permet aussi d'avoir une régule par le 15, puisque le tendanciel, il est plutôt là-dedans. C'est assez pragmatique, hein. C'est pas minorer le poids que ça fait peser en termes de responsabilité, en termes de contraintes. Mhm. C'est un débat qu'on a souvent porté. On est 100% aligné, établissement et médecine libérale, sur le sujet, en disant personne ne raccroche son téléphone et le coupe à minuit, ni les établissements, ni les praticiens. Maintenant, on ne sait pas se le financer au-delà de ça. Donc, est-ce qu'on ne fait Mhm. rien et qu'on attend qu'on nous l'impose, ou est-ce qu'on construit des Mhm. schémas en essayant de limiter la Mhm. charge? Non, non, c'est un sujet qui est important pour les médecins, puisque beaucoup d'ailleurs de médecins ne figurent pas sur des, enfin, figurent sur des lignes de continuité des soins et sont sollicités par les structures d'urgence en étant sur une ligne de continuité des soins sans reconnaissance officielle de permanence des soins, et certains d'ailleurs s'en accommodent. Si demain ils se retrouvent sur une ligne de permanence des soins, c'est une reconnaissance officielle et c'est une responsabilité qui peut changer quand même le tour de la garde. Et c'est là que la notion de demi ou moitié et que la rémunération finalement on peut peut-être rentrer un peu en ligne de compte. Voilà, c'est pas rien de figurer sur une ligne de permanence des soins. C'est une vraie responsabilité. Non, c'est un véritable impact et ça revient à ce que vous disiez quand
on va reprendre ça dans un instant sur les logiques de collaboration que ça peut générer, parce que s'il y a sur un territoire une ligne et une demi-ligne, est-ce qu'il vaut mieux pas raisonner à deux sur une ligne et demie pour faire face aussi aux périodes complexes que sont les périodes estivales, les périodes de vacances, où on risque de se retrouver à un moment donné voilà, en carence, donc de se retrouver mobilisé, pas forcément de façon construite, anticipée, travailler en collectif, mais au pied du mur. Donc c'est tout ça qu'on veut éviter, sachant que effectivement, ce seront plutôt les établissements privés et les libéraux qui vont se retrouver dans cette situation d'être la plupart du temps mis au pied du mur parce que les lignes sont plutôt affectées, les lignes pleines aux établissements publics, et une fois de plus pour toutes les raisons qu'on a déjà exposées, hein, il n'y a pas de jugement de valeur dans tout ça. Mais voilà, donc, ou parfois de faire des collaborations aussi entre établissements privés pour mieux se répartir une charge et une astreinte qui peut être parfois un peu lourde. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la suite. On avance, n'hésitez pas une fois de plus à nous poser des questions au travers du module QR si vous en avez au fil de l'eau. Laetitia Dariotor, on continue juste avec une illustration, parce que dans les documents qu'on va remettre, hein, c'est pour expliquer avec là un exemple sur une projection possible. Et là encore, vigilance, ça n'est pas du tout un schéma arrêté. Ne prenons pas ça pour argent de comptant. Si vous faites circuler ce document une fois de plus avec ces précautions qui n'est pas de mettre le feu aux poudres, mais de faire un petit travail donc, qu'on a élaboré au niveau de l'URPS médecin hein, sur ce que ça pourrait avoir, ces nouvelles règles comme projection. Donc là, on le voit sur la chirurgie viscérale, c'est ça Non, l'exemple? alors les tableaux suivants recensent les lignes de PDSES non réglementées, puisque ce sont ces lignes ces activités non réglementées qui sont soumises à appel à candidature. Et donc, ce sont les lignes de PDSES non réglementées de proximité et départementales qui sont retenues dans la proposition de schéma de révision de la PDSES qui est actuellement soumis à consultation, document que vous pourrez retrouver sur le site internet de l'ARS. Suite à ces lignes de PDSES non réglementées, nous avons fait une projection des établissements potentiellement éligibles à l'appel à candidature, projection réalisée sur la base de la méthodologie définie par l'ARS dans le cadre du groupe de travail. Donc, On a, pendant que vous exposiez, on a passé la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze. Donc voilà, on a une dimension sous forme de tableau et donc également de cartographie et d'identification des établissements potentiels hein, qui ont été travaillés, là encore, une fois de plus, sur la base de l'existant, parce que comme c'était évoqué tout à l'heure, il y aura quand même sur une bonne partie des territoires une reconduction. On ne révolutionne pas non plus les choses, mais comme c'était évoqué, des sujets où on reconnaît peut-être la possibilité de reconnaître un peu mieux côté libéral, mais aussi de travailler ces logiques de collaboration si on ne veut pas se retrouver sur la problématique de la demi-ligne qui ressort quand même très souvent sur bon nombre d'établissements. voilà. Donc, pour chaque département, vous verrez les activités de chirurgie de proximité, à savoir la chirurgie ortho et traumatologique et la chirurgie viscérale, donc avec des lignes d'astreinte ou de demi-astreinte en fonction des zones de recours et des zones de proximité, mais également les activités de recours départementales, donc à savoir la chirurgie urologique, la chirurgie vasculaire, la chirurgie ORL, la chirurgie ophtalmique et les endoscopies digestives et interventionnelles. Donc pour chaque ligne, pour chaque spécialité, vous verrez un nombre de lignes. Dans certains départements, vous aurez aussi la possibilité de réaliser des organisations supradépartementales, pour permettre d'éviter un constat de carence pour cette spécialité au niveau de ce territoire. Vous verrez également apparaître pour certains départements des activités de chirurgie pour un recours supradépartemental, notamment, voilà, pour exemple, dans le département de la Charente, avec la chirurgie de la main labellisée SOS. Merci d'avoir fait cet énorme travail hein, de calibrage, projection pour se donner des idées très, très concrètes.
Euh, donc voilà, vous aurez une fois de plus ces éléments dans les documents qui seront à votre disposition pour que vous puissiez travailler. Là, l'invitation que l'on vous fait, c'est de pouvoir nous remonter des questions et surtout, Frédéric Cordet, Marie-France Gaucher, je crois que c'était le message que vous vouliez passer aussi, les endroits où il y a des problèmes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où ça se passera bien, vous l'avez dit tout à l'heure, mais qu'on puisse identifier voilà, les endroits qui peuvent poser problème et pour pouvoir vous accompagner dans cette démarche, dans les réflexions, dans la méthodologie qui va pour entreprise, dans des logiques de collaboration, hein, une fois de plus. C'est pour ça qu'on est là, à vos côtés, pour aider à se causer entre confrères, entre établissements privés, publics. Voilà, c'est un peu répondre aux questionnements, etc. Frédéric. Oui, enfin, le problème peut-être qui se posera, c'est justement que le diagnostic du problème soit bien posé et que la carence, elle soit objective, c'est-à-dire à un moment, et pas parce que un établissement ne peut plus ou ne veut plus, enfin, ou parce que les praticiens sont un peu épuisés ou fatigués. Enfin, il y a, parce que attribuer une ligne de permanence des soins, il faut donc, on l'a dit, hein, c'est du RH, c'est des médecins, du personnel et des moyens. Et on peut comprendre que certains titulaires de ligne souhaitent finalement alléger un peu leur charge de travail et refiler un peu le bébé à d'autres établissements, hein. C'est un peu ça, hein, que les établissements privés craignent par endroit. Donc il faudra que les diagnostics de carence soient réels et basés sur des arguments objectifs de véritable manque de carence d'offres de soins. Yann Hervé, vous voulez intervenir? Oui, on peut avoir une carence complète, mais il y a aussi des carences ponctuelles ou temporelles, comme il y a eu pour comment dire, l'urgence endoscopique sur Bordeaux, au niveau du CHU, où tout d'un coup, des établissements se sont retrouvés avec cette carence qui s'est reportée sur cet établissement. Donc il y a les carences dans l'espace et des carences aussi temporelles. Marie-France, nous sommes FHP et URPS totalement en collaboration sur ce sujet parce qu'une fois de plus, c'est les établissements qui vont être en première ligne et qui vont eux aussi remonter éventuellement des alertes. Donc voilà, donc par les deux biais, de toute façon, ça revient au même endroit. C'est le message qu'on veut passer. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai que moi, je suis mal à l'aise avec ces demi-astreintes depuis le début. J'ai du mal à comprendre. Alors, j'essaie de me mettre à la place des médecins et comment dire, le paiement, effectivement, la rémunération est déconnectée en fait de l'activité de faire une permanence de soins. Mais ça, c'est à la limite, comment dire, vous l'avez dit tout à l'heure, une demi-astreinte. Donc, je m'arrête à minuit. Qu'est-ce que je fais? J'ai deux services d'urgence dans une ville. Il y en a un qui a l'astreinte complète, l'autre qui a la demi-astreinte dans la même spécialité, par exemple l'orthopédie. Donc, ça peut poser quand même des questions. Ça veut dire qu'à minuit, le service d'urgence, il dit stop, tout ce qui est orthopédie, j'appelle l'autre service d'urgence qui est en face, ou pas. Enfin, c'est interprétable, quoi. Donc, et on met en difficulté les médecins, les chirurgiens, mais on met en difficulté aussi l'établissement privé, hein. Moi, ça me... Enfin, on a écrit à l'ARS à ce sujet, hein, notamment sur ce schéma qui va sortir, mais moi, la demi-astreinte, je suis pas à l'aise. Voilà, je préfère le dire devant Monsieur Lafont. J'ai du mal à la comprendre, à la comprendre. Voilà. Et je vais mettre une deuxième couche. Ah, il y a une part d'hypocrisie parce qu'en fait, un médecin libéral ne va pas assurer la permanence de soins et dans le même établissement, un autre médecin libéral assurer la continuité de soins. Donc, pour des questions comment dire, diminuer les contraintes, c'est le même. Et effectivement, ce médecin qui est en demi-astreinte jusqu'à minuit ne pourra pas couper son téléphone parce que à partir de minuit, il n'y aura plus la permanence de soins, mais il aura toujours la continuité de soins. Et qu'est-ce qu'il fait? À partir du moment où il répond au téléphone, il est obligé de répondre à la demande de l'urgentiste.
Donc, je mets avec des mots peut-être un petit peu plus crus que ce que vous vouliez dire. Mais c'est vrai que cette demi-astreinte euh, Est-ce que vous voyez un médecin, un chirurgien répondre, écoutez, moi, ça se terminait à minuit, vous transférez ce patient qui doit être opéré au centre hospitalier qui est à côté, qui lui a une garde ou une astreinte complète? Ben, la réponse est que si c'est bien organisé, cet appel ne lui arrivera jamais. Parce que la logique, c'est que, mettons, euh, une métropole départementale, 2 lignes d'urologie. Il faut qu'elle soit grosse quand même, pour qu'il y en ait deux, mais admettons, hein. Voilà. Il faut que la régulation et les urgentistes connaissent le schéma. Le vrai fond du schéma, c'est que s'ils connaissent le schéma, ils sauront que là où il y a une demi-astreinte, au-delà de minuit, le patient, il ne doit pas y aller. Et que au-delà de minuit, par contre, l'astreinte, elle est de l'autre côté et que c'est là que les patients doivent aller. Alors, je me doute bien qu'il y a des sujets de est-ce que le patient, il était là, il était sur les brancards, il a été checké, il va être pris, il va être. Voilà, alors, il y a des marges, mais tout ça, grosso modo, ça s'organise. C'est vraiment un sujet de régulation, en fait. C'est un sujet d'aiguillage de patients. Et évidemment, il ne faut jamais arriver à la situation où le praticien, qui sait très bien, lui, qu'à partir de minuit, il est de continuité, on va lui proposer un nouveau patient qui sort de je ne sais trop où, qui ne doit pas lui être proposé. Alors oui, pour toutes les urgences régulées. Et en fait, effectivement, on voit bien que de plus en plus, on est obligé de passer par une régulation, soit par le centre 15, soit par le SAMU. Mais quid de tous ces patients qui arrivent spontanément dans un service d'urgence? Voilà, c'est pas des urgences qui ont été régulées par un centre 15. Alors, on en revient à un sujet un peu plus large et qu'on traite aussi par ailleurs, hein, dans l'accompagnement et les travaux qu'on mène autour des centres 15, des services d'accès aux soins. Là, ce que vous dites, c'est que nous et Laetitia Darrieuter travaillent aussi sur ce sujet de s'assurer auprès des centres 15 que dans les logiciels de régulation médicale, il y ait ces données pour savoir bien orienter à partir d'un certain horaire. Bon, maintenant, on se pose la question effectivement de la régulation de la porte d'entrée des urgences, peut-être à partir de certains horaires, si on veut effectivement canaliser, réguler davantage et minimiser ces impacts. Maintenant, je me retrouve vers Bertrand Mignot qui voulait aussi intervenir et qui prend la suite aussi de la présentation. On en revient à ces logiques, une fois de plus, de coopération. Une demi-astreinte, il faut peut-être pas la vivre non plus de façon solo. Voilà, c'est tout, c'est un peu la stratégie du verre plein ou du verre vide. Euh, je travaille pas à l'ARS, mais je sais reconnaître quand ils essayent d'écouter ce qu'on propose. Cette problématique, elle est pas récente. On l'a vu plusieurs fois. Au-delà du présent non spontané, on avait un principe de sursollicitation par nos propres établissements, qu'ils soient publics ou privés, sur la recherche de lits d'aval. On a essayé de mettre en place des choses qui évoluent plutôt dans le bon sens. C'est pas encore efficient, mais ça évolue dans le bon sens. Donc, tous vos établissements, et vous y participez, remplissent ce qu'on appelle le répertoire opérationnel des ressources, qui permet déjà de disposer des lits qui vont être disponibles dans les spécialités pour les services d'urgence. L'idée étant de décrisper en fait la filière d'aval des urgences qui aujourd'hui va être le phénomène que bah, je ne peux pas le prendre, je vais appeler mon petit camarade d'en face, qui lui, je sais que même s'il n'a pas de permanence de soins, il va faire de la continuité des soins et je vais essayer de vider mon service d'urgence avec la pression du patient, l'agressivité, la pression des SMUR, la pression des pompiers, quoi, tout le monde qui est aujourd'hui en moyen réduit pour un volume qui augmente. Donc ces dispositifs-là, ils se mettent en place au fur et à mesure, c'est pas parfait, on est d'accord, mais là-dessus, il faut souligner quand même la volonté de co-construction. On est parti d'une volonté de régulation semi-étatique à une volonté de co-construction. Et je pense que ces demi-lignes, on peut les construire. On a un certain nombre de succès, et des succès parce que le dispositif a été pensé le plus en amont possible. Périgueux va en parler tout seul, et il l'expliquera encore mieux que moi, mais on le voit, nous, sur à la fois des grosses métropoles. Sur Bordeaux, on a un partenariat sur le SOS Main qui marche bien entre un CHU et un établissement privé avec une répartition. Là, ça a été prévu sur de l'alternance.
Donc effectivement, le 15 est prévenu que les semaines paires, c'est A et les semaines impaires, c'est B. On prend en compte les épiphénomènes de absentéisme, maladie, pas d'anesthésiste, plateau technique compromis, voilà. Mais au final, ça se lisse et tout le monde y trouve une forme d'équilibre parce qu'il y a de la lisibilité. La deuxième construction qui peut se faire, c'est effectivement de calculer, et là les BJML qu'on va trouver dans les passages aux urgences, c'est pareil, il faut remplir ces datas-là, c'est plus un problème d'établissement d'ailleurs que de médecin libéral, soyons honnêtes, sur les fameux rhumes qu'on fait remonter, permettent de calculer en fait des flux de passage. Et encore une fois, je vais être d'accord avec toi, euh, on ne dit pas que ça n'arrive pas, mais globalement, le flux de passage, quand on a visé plutôt la demi-astreinte jusqu'à minuit, la probabilité d'une survenance impromptue d'un patient non régulé à 4 heures du matin, elle est quand même infime. Donc, si on arrive à construire un schéma de coopération à peu près clair, avec quelque chose qui est sécurisé, parce que l'urgentiste, lui, il va aller chercher de la sécurité dans sa prise en charge, c'est-à-dire qu'il va accueillir le patient, faire un diagnostic, c'est de la médecine spé, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Et ce critère-là, soit on a réussi à le protocoliser, sur des activités très spécifiques, c'est faisable, sur des activités un peu de medG, c'est plus ambigu, et ça c'est une des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Dans le schéma tel qu'il est proposé aujourd'hui, la question de la medG post-urgence est totale et pleine. Euh, En tout cas, on arrive à le construire sur ces filières-là. Il faut avoir construit un parcours patient avant de choisir si on fait une demi-astreinte ou pas. En fait, il faut sortir le tropisme plateau technique pour parler parcours patient. On a des établissements sensibles et publics et privés, quoi. Tout le monde commence à être sensible là-dessus. C'est pas forcément simple. La guerre des GHT, ça s'est un peu calmé. Bon, il y a le GHT version 2 qui arrive a priori, histoire qu'on en remette une petite couche, mais il faut vraiment rentrer dans ce parcours patient. Et aujourd'hui, il y a une maturité des établissements publics, notamment parce qu'aujourd'hui, il y a le spectre de on va vous enlever cette ligne. Avant, il y avait un petit peu ce sentiment d'impunité. Je rentrais dans mon fonctionnement global de ex-DG, cette ligne, et on va me la payer, que je la fasse ou que je la fasse pas. Et puis, on improvisera sur le territoire. Et forcément, celui qui n'était pas payé, c'était souvent le privé, et médecin et établissement, et on lui imposait. Aujourd'hui, il y a le spectre aussi de si ça marche pas, on saura le remettre. Donc, cette absence de lisibilité peut les inciter à travailler au travers de conventions de coopération et l'agence et les DD sont très partantes pour nous accompagner là-dessus si le diagnostic il est fait en amont. J'insiste vraiment sur l'anticipation de ce truc-là. Ça réglera pas tous les problèmes, mais en tout cas, ça peut offrir de la lisibilité à la régule et au service d'urgence. Alors, on a des questions qui arrivent aussi par le chat. Je vais y répondre, mais Monsieur Lafont pourra confirmer. Est-ce que le nombre de lignes d'astreinte va rester constant? Non. Par contre, l'enveloppe financière, elle va pas augmenter. Voilà, donc Le- En cible, l'enveloppe ne va pas augmenter. Alors, elle va augmenter quand on sera compensé des mesures salariales de majoration, mais à ISO financement de chaque ligne, non, elle ne bougera pas. Et par contre, je dirais même que faudra regarder le point d'atterrissage, mais je pense qu'on aura en proportion plus de gardes dans le schéma. On a une tendance à l'alourdissement et donc à due proportion forcément moins d'astreintes ou de demi-astreintes d'ailleurs. alors, une autre remarque d'un confrère, probablement orthopédiste, toute l'activité téléphonique que l'on a avec les urgentistes et qui permet une prise en charge la plus adaptée possible, orientation, consultation en chirurgie au plateau pour l'opérer, etc., n'est ni tracée ni rémunérée. Oui, ce qu'on avait dit, c'est qu'il y a des critères qui ont été choisis, qui sont imparfaits, mais bon, ce sont ces critères-là qui ont été pris en compte dans un premier temps. Et puis peut-être qu'effectivement, lorsque il y aura des revoyures, eh bien, on prendra d'autres critères. Oui, oui, j'abonde. En fait, on en a un petit peu parlé, mais c'est tout un travail de l'ombre qui est fait finalement par les médecins qui sont dans des établissements par spécialité sur leur ligne de continuité des soins qui sont sollicités par les urgentistes à juste titre ou dans les services d'ailleurs pour donner des avis. Et voilà. C'est pour ça qu'on a toujours dit que l'astreinte, en fait, c'est le mot, si vous l'avez utilisé, c'est la suggestion. Finalement, la rémunération, elle est symbolique, mais c'est le fait que même si, parce qu'à une époque, mais je crois que c'était que pour l'hôpital, il était peut-être question d'ailleurs de ne pas rémunérer l'astreinte si le médecin s'était pas déplacé.
Mais en fait, le fait même de devoir garder son téléphone à portée et puis d'être à une distance, d'ailleurs, il y a une distance déontologique, je crois que c'est 20 minutes du centre, suffit comment dire, à faire qu'on ait effectivement d'astreinte et à justifier un minimum de reconnaissance et éventuellement de rémunération. Pas d'autres questions pour l'instant, n'hésitez pas à en poser, on continue. Donc on était sur la coopération. Effectivement, voilà, c'est éviter les messages clés, on a vu à l'écran une réforme par défaut et euh, les zones de sanction qui peuvent apparaître aujourd'hui ou dans le temps. Une fois de plus, n'oublions pas cette évolutivité et qui pèsera plus fortement sur le privé que sur le public. Et on voulait évoquer un retour d'expérience justement sur le sujet, alors sachant que elle peut prendre plusieurs formes, cette collaboration territoriale, cette coopération. Elle peut être justement alternée ou mutualisée. Il y a différents modèles. Là, on est en Dordogne, à Périgueux, où il y a une collaboration entre l'établissement hospitalier public et la clinique de Francheville. Docteur Diard, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait en chirurgie vasculaire sur Périgueux? Alors oui, merci. Bon, c'est pas une collaboration entre les établissements, c'est plutôt entre les chirurgiens, hein. Donc on m'a demandé un plan en commençant par le contexte territorial. La Dordogne, c'est pas très peuplé, mais c'est grand, avec des moyens de communication qui sont pas rapides. Donc quand vous recevez un appel à minuit pour un patient chirurgical du service de Sarlat, des urgences de Sarlat, vous savez que si vous le faites venir, vous l'aurez 2 heures plus tard, qu'il sera pas, une fois qu'il arrive, il sera 1 heure plus tard au bloc. Grosso modo, voilà, vous savez que votre nuit est mal engagée. Donc il y a 4 services d'urgence en Dordogne. Les trois centres hospitaliers, Sarlat, Bergerac, Périgueux. Et puis, il y a un service d'urgence dans notre clinique, puisque moi, je suis un chirurgien libéral, à la clinique Francheville à Périgueux. Il n'y a des chirurgiens vasculaires que dans les 2 centres de Périgueux, à savoir à l'hôpital de Périgueux et nous dans notre clinique. Alors, historiquement, je suis un peu étonné de la nouveauté, ce que j'ai entendu de cet appel à candidature, parce que moi, il y a 10-12 ans, je me souviens qu'il y avait eu un appel à candidature justement pour cette ligne d'astreinte de vasculaire à l'hôpital enfin, en Dordogne, et à l'époque, finalement, chaque établissement, il ne pouvait pas y avoir de collaboration, chaque établissement devait faire sa demande. On ne pouvait pas collaborer et il y avait un chirurgien vasculaire. Chaque établissement a fait sa demande. Il y avait un chirurgien vasculaire à l'hôpital, il y en avait 2 à la clinique et c'est l'hôpital qui l'a eu. Donc j'avais la sensation à l'époque que les dés étaient un peu biaisés d'emblée et qu'on préférait orienter la permanence des soins sur l'hôpital, même si les moyens humains étaient moins importants. Bref, les choses ont évolué. Ils ont, heureusement pour le chirurgien tout seul qui a pris cette astreinte, qui a failli, mais enfin, au bout d'un an, aidé par quelques remplaçants, il a pu avoir un deuxième chirurgien, puis un troisième. Ils sont maintenant 3 à l'hôpital. Et il y a 5 ou 6 ans, quand mon associé est parti, j'ai pu imposer à mon directeur de dire que je pourrais trouver un associé que si on partageait les astreintes, parce que il y avait l'astreinte donc de l'hôpital prise en charge par les chirurgiens de l'hôpital qui assuraient cette permanence des soins. Mais moi, depuis plus de 20 ans, je suis d'astreinte non rémunérée sur mon établissement, où il y a bien sûr la continuité des soins, mais il y a aussi un service d'urgence, donc il y a des patients qui rentrent par ce service d'urgence. Il y a la dialyse, puisqu'on assure toute la dialyse de la Dordogne qui est privée en Dordogne, dans l'établissement qui génère beaucoup d'urgences. Voilà, donc il y a une activité d'urgence qui n'est pas nulle et que j'assurais, moi, depuis 20 ans, à 2. Et je trouvais ça lourd. Donc, quand j'ai changé d'associé, j'ai pu imposer, en accord avec les chirurgiens de l'hôpital qui étaient eux aussi demandeurs, de mutualiser nos astreintes pour finalement être d'astreinte 1 semaine sur 5 au lieu d'1 semaine sur 2, ce qui change la vie. Ça, on l'a imposé aux structures. C'est-à-dire qu'à l'époque, nos administrations étaient plutôt réticentes à ça, et on a pu l'imposer en disant que ça serait comme ça et pas autrement. On a imposé un mode de fonctionnement de cette ligne d'astreinte, on l'a écrite. Alors ça reste quand même une astreinte organisée par l'hôpital. Donc quand vous parlez de régulation,
bah, le 15, c'est l'hôpital qui gère l'astreinte, il envoie à l'hôpital. Sauf quand on a, nous, chirurgiens, si c'est moi d'astreinte, un coup de fil direct par un urgentiste de Sarlat ou de Bergerac, là, il a le malade chez lui, il me demande si mon avis, s'il faut le faire venir. À ce moment-là, je le fais venir, moi, dans ma clinique. Mais sinon, cette orientation par la régulation, eh bien, se fait mal. Alors peut-être que si jamais, grâce à cette nouvelle organisation, ça peut se répartir sur les établissements et de façon officielle, où il y a les deux établissements qui participent, peut-être que ça fonctionnera mieux, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas très bien. Alors, quand le patient n'est pas urgent, ben, pas urgentissime, que ça ne le relève pas de l'arrêt, on n'a pas de vraie réanimation donc, dans notre clinique. Donc, si c'est un patient polytraumatisé, si c'est un patient qui nécessite de l'arrêt, une rupture de l'aorte ou des choses comme ça, là, je l'opère à l'hôpital. Mais si c'est un patient, une ischémie subaiguë chronique qu'il faut prendre en charge, je le transfère à la clinique et je l'opère à la clinique. Il faut savoir que opérer un patient dans un endroit qu'on ne connaît pas bien, avec un matériel qu'on ne connaît pas, notamment un amplificateur, les stents, on fait beaucoup d'endovasculaire, donc il y a tout un matériel, ils ont des choses que j'utilise qu'ils n'ont pas, et inversement. Donc c'est compliqué. Hein. On n'est pas dans des dispositions optimales quand on va opérer quelqu'un euh, qui n'est pas dans son établissement. Donc je pense que s'il y a un progrès à faire, c'est que le jour où les établissements devront partager, les établissements privés et publics devront partager des astreintes comme ça, c'est qu'on dirige les patients vers l'établissement où travaille le chirurgien. C'est ce qui paraît, moi, le plus simple. Quitte après à le réenvoyer en réa secondairement. Mais franchement, c'est mieux. Pour le moment, ça n'est pas comme ça et on s'y fait. Voilà, donc parfois, il y a des patients qui arrivent aux urgences de l'hôpital et qu'on redescend pour les faire passer chez nous. Ça fait un trajet de soins qui n'est pas terrible, on fait comme ça. Hein, et finalement, bah, tout le monde s'y fait. Concernant les modalités juridico-financières, je suis un peu étonné par le chiffre de 150 € de l'astreinte là, qui a été donné. Moi, je sais, alors, je suis payé. Alors, je suis payé quand je fais un patient à la clinique, je suis payé à l'acte. Quand je fais un patient, j'ai une astreinte, hein, pour être d'astreinte, je suis payé voilà, et je vois que si je suis d'astreinte une semaine et que je ne me suis pas déplacé à l'hôpital, donc je n'ai que le forfait astreinte, et on a une feuille de paye de l'hôpital, hein, puisque c'est l'hôpital qui gère tout ça, et c'est moins de 300 €. Je ne sais plus combien le détail, mais pour une semaine d'astreinte, y compris dimanche, donc il y a des jours fériés où normalement ça se multiplie, donc vous voyez qu'on est très loin du 150 € par jour. Alors, c'est chargé, hein, bien sûr, donc je n'ai jamais fait le calcul, mais voilà. Donc, quand on vient à l'hôpital, par contre, il y a un tarif horaire selon la durée qu'on reste pour opérer le patient, on a un petit supplément. Dans l'immense majorité des cas, c'est nous, chirurgiens du privé, qui allons à l'hôpital. Il est rarissime, je crois que c'est arrivé 2 fois en 7 ans, qu'un chirurgien de l'hôpital est venu à la clinique pour des problèmes divers et notamment d'assurance, je pense, qui ne sont pas assurés pour récupérer chez nous. C'est arrivé 2 fois où le patient, en général, si jamais il y a besoin, bah, ils font amener le patient, puisque eux ne reçoivent pas l'aorte rompue, le polytraumatisé. Nous, on ne reçoit pas à la clinique l'aorte rompue ou le polytraumatisé, donc ils n'ont pas à faire ces urgences-là chez nous. Mais il peut y avoir un patient hospitalisé, c'est ce qui est arrivé, une rupture de pontage avec une hémorragie active, patient non transportable. Le chirurgien d'hôpital est venu, nous on n'était pas disponible. Le chirurgien est venu à la clinique faire le geste qui était un geste urgent. C'est un problème compliqué parce qu'il y a eu un acte, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le chirurgien d'astreinte, mais pourtant il y a eu un anesthésiste, il y a eu une intervention. Comment rémunérer cet acte? La clinique doit avoir son forfait, l'anesthésiste aussi. Donc, je suis obligé pour ça de facturer à mon nom cet acte. Et en général, ben, j'envoie un chèque du montant équivalent de ce que j'ai reçu par la sécurité sociale au chirurgien de l'hôpital. Vous voyez que c'est du bricolage. Mais voilà, c'est assez rare. Hein, c'est assez rare. Voilà, ça c'est pour sur le plan juridique. Alors, ils ne sont pas couverts, mais enfin, c'est l'obligation.
Je pense que l'assurance, là, c'est la non-assistance, ils sont obligés de venir et de le régler. En général, pour ce genre de cas, donc nous, on a une astreinte. On s'est organisé quand même. Comme on est sur 2 établissements, il y a l'astreinte du chirurgien d'astreinte, mais sur chaque établissement, pour les patients de la journée, il est clair qu'on ne va pas aller voir un patient aux urgences de l'hôpital en pleine journée. Donc là, il y a une deuxième ligne dont chaque service d'urgence sur place est informé d'un chirurgien sur place qui est là pour assurer l'urgence sur place aux heures ouvrables, mais également pour la continuité des soins des patients hospitalisés. Si vous avez opéré un patient et que la nuit, il y a un problème, eh ben, il vaut mieux appeler le chirurgien qui l'a opéré que le chirurgien d'astreinte. Bref, on s'est organisé sur tout ça. Et finalement, le chirurgien d'astreinte ne voit que l'urgence, mais n'assure pas la suite compliquée d'un patient qu'il ne connaît pas. Ça sera le chirurgien qui l'a opéré. S'il est joignable, si jamais il n'est pas joignable, eh ben on nous appelle à nous et on règle le problème. Dernière chose, les facteurs de succès d'une collaboration comme ça qui vraiment fonctionne bien entre nous. Le premier facteur, c'est qu'on s'entend bien entre les chirurgiens de 2 établissements, ce qui n'est pas gagné. Il y a parfois des rivalités. Nous, on a réussi à organiser ça. Alors, il faut comprendre que maintenant, la raréfaction des chirurgiens, notamment dans des villes comme la nôtre ou dans des départements comme le nôtre, fait qu'il n'y a plus de problème de concurrence. Tout le monde a assez de patients. Et finalement, on n'est pas à jouer à se piquer les patients des uns des autres. Donc, voilà. Après, il peut y avoir des petites guéguerres qui ont d'autres sources que ça. Mais la première chose, c'est de bien s'entendre entre les chirurgiens parce qu'il va y avoir besoin de se les retransférer, de discuter. Alors, il peut y avoir des frictions, hein. Par exemple, il y a parfois des choses compliquées. Un patient qui est le dimanche après-midi, qui n'est pas urgent, qu'on peut opérer sans problème le lundi, si c'est moi qui le vois à la clinique et que c'est moi, j'attends le lundi, s'il est à l'hôpital et qu'ils n'ont pas de créneau parce qu'ils ont des problèmes de créneau opératoire plus importants que nous à l'hôpital, ils sont plus de chirurgiens, mais ils ont moins de créneaux que nous dans le privé. Et ben, si leurs créneaux sont pleins, avoir un patient à opérer un reste de garde, c'est compliqué pour eux. Et ils aimeraient bien que le patient, même qui n'est pas urgent, on l'opère le dimanche après-midi pour que ça leur épargne de le faire le lendemain sur leur créneau opératoire. Voilà, c'est des petites complications comme ça. Or, moi, j'ai 59 ans. Si le patient n'est pas urgent, eh ben, je l'opère le lendemain. Hein, surtout s'il faut le faire dans un centre où je n'ai pas mes habitudes. Voilà. Mais bon, tout ça se règle avec un peu de communication. Entre les établissements, c'est un peu plus compliqué. Voilà, ça, j'espère que la mise en place de ça d'un point de vue plus fixé en amont permettra de régler ça. Par exemple, l'ampli de l'hôpital, moi, je ne sais pas comment il fonctionne. Si je tombe sur une aide opératoire qui sait comment il fonctionne, voilà, j'y viens sur place, opérer, c'est assez rare quand même dans ce cadre-là. Et c'est souvent dans des cas compliqués, la nuit, urgent, vraiment urgent. Et si vous tombez sur un infirmier de salle qui ne connaît pas l'ampli et les fonctions vasculaires, eh ben, ça peut être un peu difficile. C'est un ampli qui n'est pas le même que le mien. Il y a une possibilité d'avoir une formation en ligne. Moi, j'ai jamais le temps d'aller en semaine voir qu'on m'explique comment fonctionne cet ampli. Je n'ai jamais pu avoir accès à cette formation en ligne. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui compliquent les choses. Mais je pense que sur des villes comme la nôtre, on n'a pas le choix. Je pense que c'est vraiment important d'organiser ce type de collaboration. Finalement, ça permet de travailler ensemble, de se connaître et comme on travaille ensemble, finalement, de s'apprécier. Voilà, donc voilà, moi, je continuerai ça. Hein, j'espère que cette nouvelle appel à candidature amènera à ce que nos 2 établissements puissent faire une candidature commune pour l'organisation de cette ligne d'astreinte.
Je voudrais parler juste d'un cas dans notre établissement qui ne me concerne pas, mais et que je ne voyais pas dans les lignes d'astreinte que vous avez montrées avec l'orthopédie, le digestif, le vasculaire, l'urologie, etc. Il y a des cas particuliers comme la chirurgie du rachis, qui n'est pas de l'orthopédie, mais qui est une chirurgie très spécifique. On ne peut pas demander à un orthopédiste de faire de la chirurgie du rachis d'urgence sur une compression médulaire aiguë, sur choses comme ça. Il n'y a pas de ligne d'astreinte départementale. La seule ligne d'astreinte, elle est régionale au CHU. Il n'y en a qu'une. Et quand on les appelle, ils disent, oui, mais de toute façon, ça ne relève pas d'une prise en charge au CHU et ils renvoient sur l'établissement. Donc, ces gens-là travaillent sans ligne d'astreinte, ils font le boulot, mais il n'y a pas de ligne d'astreinte. Voilà, je pense que tout ça, c'est... Alors, ça risque de multiplier des lignes d'astreinte, mais euh, voilà, on n'a pas beaucoup... On ne fait pas ça pour l'argent, hein. Franchement, je ne sais pas, moi, combien vaut l'astreinte, mais c'est ridicule. On, on- vu comment après on est chargé sur tout ça, voilà, on fait ça pour organiser les choses entre nous, pour que ça s'organise au mieux, pour essayer de réduire le nombre de nos astreintes. Mais je crois que ça justifierait quand même de la part de l'ARS et tout ça, quand il y a des gens qui assurent une permanence des soins, que s'ils la font effectivement, par exemple, eux, c'est la seule équipe qui fasse du rachis en Dordogne et qui assure les urgences, bien qu'il y ait quelque chose d'officiel et qui les rémunère. Voilà sur ce que je peux dire sur notre organisation. Merci infiniment de ce retour d'expérience. Il y en avait beaucoup d'autres qui pouvaient être Oui, bien abordés. sûr. Tout est différent, hein. On déborde largement du timing. On va revenir quand même sur quelques points. Effectivement, vous évoquez une modalité qui est les libéraux qui vont travailler au sein de l'hôpital, qui n'est pas forcément le schéma toujours le plus apprécié ou volontaire de la part des libéraux, mais c'est un schéma qui quand même fonctionne. Vous l'avez dit, c'est une collaboration entre les médecins avant tout, qui collaborent de cette façon, se connaissent, etc. On connaît ça aussi, une fois de plus, sur la régulation, la régulation libérale qui en Nouvelle-Aquitaine se fait sur les plateaux du Centre-15. Donc on va voilà, le faire en commun. On a aussi d'autres collaborations qui peuvent exister où on a une alternance entre des établissements. Alors là, on avait essayé de contacter des établissements de Royan qui justement sont dans ce modèle-là, une semaine sur deux, le flux bascule, notamment sur l'ortho et le viscéral, si je dis pas de bêtises. Bon, on est dans cette logique. Alors, vous évoquiez sur Francheville, docteur Diard, en espérant que les établissements allaient répondre ensemble, on va se porter garant à vos côtés au nom de la FHP, du RPS médecin, la RS, je pense, et de nos contacts aussi à la FHF, parce qu'on travaille là aussi avec la Fédération de l'hospitalisation publique pour que ce genre de démarche soit pérennisée et même améliorée sur les difficultés opérationnelles, protocoles et autres que vous avez pu rencontrer, parce que voilà, pour continuer effectivement l'aventure, si tel est le souhait que vous avez au niveau du corps médical. Frédéric Cornet, vous vouliez intervenir, je crois qu'il y a des questions. Oui, c'est ça. Ça rejoint ce que nous a expliqué notre collègue, hein. Donc la question, c'était l'astreinte partagée peut-elle se faire par un même praticien qui se déplace sur deux sites? Alors oui, mais voilà, le docteur Diard nous a bien voilà, touché du doigt la limite et nous, on recommande pas que les praticiens aient à se déplacer. On sait bien qu'il y a une perte un petit peu voilà, c'est difficile pour un opérateur d'aller sur un site qu'il ne connaît pas, avec du personnel qu'il ne connaît pas. Et autant que faire se peut, il vaut mieux que ce soit le malade qui se déplace que le médecin. C'est évidemment pas toujours possible. Ça doit être sur la base du volontariat. On sait hein, que la fédération l'hospitalisation publique aimerait bien puiser dans le vivier des médecins libéraux pour combler les trous de ses propres listes de garde. Mais on met en garde nos collègues qui pourraient finalement être tentés pour rendre service, parce que localement, ben voilà, il y a une réalité. Voilà, clairement, on n'en fait pas tout à fait le même travail sur un plateau technique qu'on connaît pas, et c'est autant que faire se peut à éviter. Alors, Hervé, vous vouliez ouais, compléter. juste, alors d'abord, docteur Diard, la neurochirurgie fait pas, puisque le rachis fait partie de la neurochirurgie, fait partie des permanences de soins réglementées. Donc on n'est pas dans le cadre de la loi Valtou et de la permanence de soins en établissement de santé non réglementée.
Donc c'est un autre domaine, c'est au niveau ministériel si je ne me trompe pas. Deuxième chose, on a réussi à éviter quelque chose qu'il y avait dans le projet de loi initial, qui était l'obligation justement d'aller travailler dans d'autres établissements. Ça n'existe plus. Ça n'empêche que l'on peut aller travailler sur la base du volontariat. Et l'important, c'est que en cas de volontariat, on a bien défini dans la loi maintenant quel est le type de couverture de la responsabilité du praticien qui se déplace et un praticien libéral qui irait dans un établissement public à ce moment-là, la couverture, la responsabilité serait le statut de service public. Donc là, il y a des choses qui avancent, qui vont répondre à votre problématique, enfin, toujours sous couvert de Monsieur Lafont. Donc il y a des choses qui avancent. Aller travailler enfin, on a réussi à ne pas obtenir cette obligation de travailler dans un autre établissement grâce à des données très précises de la littérature qui montraient l'augmentation de la sinistralité quand un praticien travaillait dans un établissement qui n'était pas le sien. Par contre, effectivement, quand une collaboration existe, allez travailler, vous avez des chirurgiens, des praticiens qui travaillent sur plusieurs établissements. À partir du moment où il y a une permanence de soins partagée avec un autre établissement, connaître l'autre établissement et travailler très régulièrement pendant 5, 10 ou 15 ans, est-ce que c'est un établissement que l'on ne connaît plus? C'est des choses à poser. Merci On de peut ne ces pas avoir le échanges. choix, hein. Quand vous avez une prise en charge d'un patient polytraumatisé avec un orthopédiste, une fracture ouverte, une rupture artérielle, voilà, il y a d'abord l'orthopédiste qui fixe et puis après il faut y passer. Donc on ne pourra jamais, je pense, tout faire être sûr de rester dans notre établissement. Il y a des fois, on sera obligé, ou un chirurgien digestif qui est sur une ischémie du mésentère et qui nous demande de venir sur une thrombose de la mésentérique, voir ce qu'on peut faire. Donc, il y a parfois des chirurgiens d'une hospitalité notre autre spécialité, ça peut être la spécialité à l'hôpital, et on peut être amené à se déplacer pour aller donner un coup de main. Donc, je pense que c'est illusoire de vouloir, d'espérer ne travailler tout le temps que sur le même établissement. Mais c'est vrai que c'est à préférer. Et j'imagine que les statistiques, voilà, ça rejoint ce que je disais, hein. On est moins bien quand on est dans un contexte qu'on connaît moins bien. Il y a des expériences, par exemple, en Côte d'Or, où il y a le seul neurochirurgien qui existe est en libéral, et avec l'asset qui passe à côté, de la Oui. traumatologie, des traumatismes crâniens, et donc ce praticien se déplace dans un ou deux établissements publics. C'est d'ailleurs le président des URPS, se déplace quand il y a un hématome sous-dural ou extradural comment dire, à opérer. Bien évidemment, hein, l'idéal est que le praticien puisse exercer dans son établissement. C'est pas toujours possible non plus parce que le plateau technique ou le personnel n'est pas toujours adapté non plus. Parce que là encore, l'astreinte rémunère qu'une partie des choses. Voilà, c'est localement, une fois de plus, que les choses doivent se construire, spécialité par spécialité, territoire par territoire. Je pense que on a largement débordé du timing qu'on s'était donné, mais le sujet le nécessite, hein. Ça fait 3 quarts d'heure de dépassement sur notre 1 heure prévue initialement, mais le sujet, une fois de plus, voilà, implique ça. On a perdu un tiers de nos auditeurs, donc ils commencent à fatiguer. N'hésitez pas, pour ceux qui restent, à véhiculer le webinaire qui sera, le replay, pardon, le lien qui sera disponible d'ici 2, 3 jours pour le transmettre autour de vous, au sein de toutes les CME, avec tous les praticiens de vos établissements, au moins qui soient sensibilisés sur le sujet, qui se questionnent, qui nous questionnent. Nous sommes, une fois de plus, côté FHP, URPS médecins,
à disposition là, pour accompagner aussi sur ces démarches de mutualisation, hein, pour faciliter le dialogue. C'est le rôle que l'on se doit d'avoir. Vous épauler, on avait prévu d'en parler, mais on en reparlera certainement aussi plus tard ou dans les échanges, une fois que vous avez ça sur le support, des outils qui sont disponibles, qui ont été fabriqués par la NAP et qui peuvent voilà, permettre d'avoir une petite boîte à outils pour s'aider, mettre en œuvre, protocoliser, définir ce que a été évoqué tout à l'heure par M. Mignot sur le parcours du patient, parce que finalement, ça part de là. C'est ça l'élément essentiel. Voilà, on va clôturer là. Vous retrouverez bien évidemment ce support avec toutes les documentations techniques qu'on vous a présentées parfois de manière assez rapide pour dans les ressources accessibles, un PowerPoint disponible voilà, pour que vous puissiez le récupérer, l'analyser, le transmettre autour de vous. Je tiens à remercier tous nos intervenants pour la qualité de ces échanges. On reste à votre disposition. Merci aussi à l'équipe ici de communication, Marjorie Martin, Margot Espine, qui nous épaulent dans la préparation et la régie de ces webinaires. On vous dit à bientôt. Il y en aura donc bien sûr d'autres webinaires sur d'autres thématiques, mais on refait un peu un exercice similaire, quoi, un webinaire sur la PDSES en septembre. Normalement, rendez-vous est pris, sans avoir quand même comptablement fixé la date. Mais on sera normalement dans la fenêtre de tir de ces appels à candidature, donc pour pouvoir vous remobiliser sur le sujet et répondre à vos éventuelles questions techniques. Hein. L'ARS, normalement, sera présente aussi à nos côtés à ce moment-là, si une fois de plus le planning est bien celui-là. Si ça se décale, on décalera un petit peu. Mais voilà. Mais n'attendez pas septembre pour vous poser ces questions, analyser la situation, faire cet état des lieux et nous solliciter si besoin. Merci infiniment à tous et à très bientôt.